La veille de Noël, la fracture finale. Alors oui, lorsque le message de Luc était arrivé ce 24 décembre, cette année-là, ce n'était pas une surprise. Pas vraiment. Il n'avait fait que mettre des mots sur quelque chose qui existait depuis longtemps. Il voulait un Noël juste à deux. En réalité, cela signifiait « il voulait un Noël sans moi ». Et j'avais cette phrase de Camille qui résonnait encore dans ma tête. Elle dégage une énergie triste, ta mère. Ça plombe un peu nos soirées. Je n'avais rien dit à Luc quand il me l'avait rapporté, gêné. Je m'étais simplement contentée de changer de sujet, comme toujours. Mais ce soir-là, la veille de Noël, quand j'avais relu ces messages froids, secs, expéditifs, j'avais compris que la fracture était consommée, que j'étais devenue ce que deviennent un jour toutes les mères trop aimantes, trop silencieuses, une option, une décoration de fond, pas une priorité. Et voilà qu'au moment même où je touchais le fond de cette réalité, là, un inconnu frappait à ma porte pour me demander « moi, pas quelqu'un d'autre ». Pour un rôle étrange, certes, pour une requête folle, être, mais moi quand même. Retour au salon. La requête étrange. Je revins au présent. L'homme me regardait, un peu inquiet, comme s'il regrettait déjà sa demande. Je lui dis alors, la voix plus calme que je ne l'aurais cru, « Expliquez-moi ce que vous attendez de moi. Pourquoi dois-je jouer votre femme? Et pourquoi ce soir ?» Il inspira profondément, ses doigts tremblaient légèrement. Parce que ce soir, je dois voir quelqu'un d'important, et j'ai besoin de paraître mariée. J'ai besoin de protection. Le mot fit vibrer quelque chose en moi. Moi aussi, j'avais besoin de protection. Mais pas contre qui il croyait. J'eus alors ce sentiment étrange, presque irréel, que nos solitudes venaient de se croiser au moment exact où elles avaient le plus besoin l'une de l'autre. Et je lui répondis, « D'accord, mais dites-moi tout. Qui devons-nous rencontrer ?» C'est là que son regard changea, devint plus grave, plus chargé. Et ce qu'il m'avoua ensuite, je n'étais pas prête à l'entendre. Il y a des soirs où les mots prennent plus de place que les murs eux-mêmes. Ce soir-là, dans mon petit salon décoré pour un Noël auquel je n'assisterai pas, les mots de cet homme ont semblé tout étouffés autour de nous. Il prit une profonde respiration, comme quelqu'un qui se prépare à avouer une faute, ou un secret trop lourd pour un seul cœur. « Je m'appelle Adrien », dit-il enfin. « Et ce soir, je dois rencontrer mon fils. » Je restai quelques secondes sans comprendre. Je lui avais demandé pourquoi il avait besoin d'une femme à ses côtés, et voilà qu'il me parlait d'un fils. « Votre fils ?» répétai-je doucement. Il hocha la tête, les yeux fuyants, comme s'il avait honte de ce qu'il allait dire ensuite. Il ne m'a pas vu depuis 30 ans. 30 ans, une vie entière. Il me sembla soudain plus vieux qu'il ne paraissait. Un homme usé, rongé par un passé qu'il n'avait jamais réparé. « Je ne comprends pas, » murmurai-je. « Pourquoi jouer votre femme? Pourquoi ce soir ?» Il serra sa tasse entre ses mains, comme pour se donner du courage. « Mon fils, il me croit mort. » Je sentis un frisson parcourir ma colonne. Ce n'était pas une phrase qu'on entend tous les jours, encore moins un soir de Noël. Mort? Mais comment? Il m'interrompit d'un geste, non pas brusque, mais fatigué. Ce n'était pas mon choix. C'est sa mère qui lui a dit ça quand je suis partie. J'avais 26 ans. J'étais un homme stupide, effrayé par la responsabilité, perdu dans mes propres angoisses. Je n'ai pas eu le courage de me battre pour rester. Je le regardais sans parler. Il continua. J'ai cherché à revenir. Trop tard. Ils avaient déménagé. Elle m'a laissé une lettre. Ne nous cherche plus. Pour lui, tu es mort. Il déglutit, les yeux brillants, et j'ai obéi, comme un lâche. Je sentis une douleur sourde presser ma poitrine. Je pensais à Luc, aux années où j'avais dû me débrouiller seule, à la fatigue, aux nuits sans sommeil. Mais moi, au moins, je n'étais jamais partie. Adrien, lui, avait fui. Mais ce qui me frappa le plus, c'était ce qu'il dit ensuite. « Ce soir, mon fils veut me rencontrer. Il a découvert la vérité il y a 2 mois. Il m'a écrit. Il m'a dit « Si tu viens avec ta femme. Je veux voir si tu as su construire ce que tu m'as refusé. » Je compris alors, plus profondément que je ne devais. Le fils d'Adrien voulait juger son père, voir s'il avait réussi ailleurs, voir s'il avait donné à une autre famille ce qu'il n'avait pas donné à lui. Adrien murmura « Je n'ai jamais eu d'autre femme. »
Jamais eu d'autres enfants. Après eux, je n'ai plus su comment. Et là, il releva les yeux. Alors j'ai besoin de vous ce soir. Juste pour ne pas arriver seul, pour ne pas lui montrer l'étendue de mon échec. Je restais immobile. Ces mots avaient réveillé quelque chose de très profond, une fissure ancienne en moi. Une partie de moi voulait dire non. Ce n'était pas mon histoire. Je n'étais pas censé jouer un rôle dans ce drame familial qui n'était pas le mien. Mais une autre partie, celle qui venait de se faire abandonner par son propre fils la veille de Noël, comprenait trop bien la détresse d'un parent rejeté, jugé, effacé. Je me revoyais, plus jeune, serrant Luc dans mes bras. Je revoyais les Noëls passés, pleins de chaleur et de naïveté. Et puis je le revoyais, quelques heures plus tôt, m'envoyant un message froid. On veut un Noël tranquille, juste nous deux. Moi aussi j'étais seule. Moi aussi j'avais été effacée, pas par erreur, par choix. Je regardais Adrien. Cet homme que je ne connaissais pas, qui portait le poids de 30 ans de silence. « Et si votre fils vous rejette ?» demandai-je doucement. Il haussa les épaules, un geste qui trahissait tout sauf l'indifférence. Alors, je rentrai chez moi. Mais au moins, je n'aurais pas été seule au moment où il m'aura regardé dans les yeux. Je sentis mes mains se serrer l'une contre l'autre. La solitude, la peur d'être jugée par son propre enfant, oui, je connaissais ce sentiment-là, très bien même. Je me levai. Je pris mon manteau posé sur le fauteuil. Je l'enfilai sans précipitation, respirant lentement, comme si j'entrais dans une autre vie. Adrien me regardait, les sourcils froncés, sans comprendre encore. Je dis simplement « D'accord ». Son visage se décomposa d'émotion. « Vous acceptez ?» Je hochai la tête. « Mais je veux tout savoir. Qui est votre fils? Où allons-nous? Et qu'attendez-vous exactement de moi ?» Il se leva à son tour. Son regard s'assombrit. Mais pas de peur. Plutôt, de vérité. Nous allons rencontrer un homme qui s'appelle Thomas. Mon fils. Il nous attend dans un restaurant à Quimper. Puis il ajouta, « Et ce que j'attends de vous, c'est que vous m'aidiez à affronter mes erreurs. Juste pour une soirée. Juste pour ne pas être un père qui revient les mains vides. » Je ramassai mes clés. Alors allons-y. Et c'est à cet instant précis que je compris que cette soirée, cette vieille soirée de Noël, allait changer ma vie autant que la sienne. Nous étions sortis dans le froid mordant de ce soir de Noël. L'air sentait le bois brûlé des cheminées, les rues étaient presque vides, les volets fermés, et seules quelques lumières clignotaient encore sur les façades des maisons comme des sourires figés, incapables de réchauffer qui que ce soit. Adrien marchait légèrement devant moi. Il avançait vite, comme quelqu'un qui a peur que son courage s'échappe s'il ralentit. Son manteau sombre battait au rythme de ses pas pressés. Moi je suivais, plus lentement, pas par fatigue, par nécessité intérieure. Chaque pas faisait remonter en moi des pensées que je n'avais pas envie d'affronter. Les phrases de Luc tournaient encore dans ma tête comme des couteaux à double tranchant. On veut un Noël tranquille, juste nous deux, pour éviter les tensions. C'était étrange. Je marchais pour aider un homme à recoller 30 ans de silence avec son fils, alors que le mien venait de me rejeter avec la brutalité la plus froide qu'un enfant puisse utiliser contre une mère. Je mis ma main dans ma poche pour me réchauffer. Mes doigts touchèrent un petit objet, l'étoile dorée que Luc avait faite à l'école en CP, celle que je gardais toujours dans mon manteau chaque Noël. Je l'avais oubliée. Je la sortis. Elle était un peu cabossée, le papier fatigué, mais c'était sa petite écriture tremblée qui me transperça encore. Pour maman. Joyeux Noël. Je la refermai aussitôt dans ma paume, comme si la regarder trop longtemps me ferait chavirer. Sur la route vers Quimper, la voiture d'Adrien était vieille, mais propre, rangée, presque austère. L'intérieur sentait la menthe et la solitude. Quand il démarra, une chanson de Noël passa à la radio. Une chanson joyeuse, faite de clochettes, de voix enfantines. J'aurais voulu qu'il l'éteigne, mais je n'osais pas le demander. La route serpenta à travers des villages endormis, des champs noyés de brume, des églises dont le clocher semblait perdu dans les nuages bas. Je regardais le paysage défiler, mais c'était mon propre passé qui passait devant mes yeux. Les nuits où je portais Luc endormi jusqu'à son lit, les matins de décembre où il courait ouvrir la fenêtre pour vérifier si le Père Noël ne s'était pas trompé de maison, les fois où je travaillais jusqu'à minuit,
mais où je trouvais encore l'énergie d'emballer les cadeaux en secret. Et puis, la lente transformation. Les regards plus distants, les messages plus froids, les excuses pour ne pas venir, les silences gênés quand j'entrais dans une pièce où Camille se trouvait. Je posais ma main contre la vitre froide. Le reflet de mon visage apparut dans le noir. Un visage fatigué, mais pas brisé. Un visage qui avait trop donné, peut être, ou mal donné. Un doute m'envahit. Un doute que je n'avais jamais formulé à haute voix. Avais-je aimé mon fils d'une manière qui l'avait étouffé? Ou bien était-ce simplement lui qui avait laissé quelqu'un me remplacer dans son cœur? Je soupirai. Adrien jeta un coup d'œil vers moi. « Ça va ?» demanda-t-il. Je souris faiblement. Je repense à mon propre fils. Il hocha la tête, sans insister, comme si la douleur des parents avait un langage universel qu'il comprenait trop bien. La confession d'Adrien et la mienne, silencieuse. Après quelques kilomètres, Adrien parla, les yeux fixés sur la route gelée. « Vous savez, j'ai passé 30 ans à me dire que j'avais raté ma vie. Pas parce que je n'ai pas eu de travail ou de maison, mais parce que je n'ai pas su garder mon fils près de moi. » Il serra le volant. La vérité, c'est que je n'ai jamais cessé de penser à lui. Chaque Noël, chaque anniversaire, chaque fois que je croisais un enfant de son âge dans la rue, je restais silencieuse, mais ces mots pénétraient en moi comme si c'était moi-même qui les prononçais. Il reprit. « Vous savez ce que c'est, quand un enfant vous efface, quand il ne vous voit plus comme un parent mais comme un souvenir encombrant ?» Je sentis mes yeux se remplir de larmes, sans bruit, sans éclat. Je murmurai. « Oui, je sais. » Il tourna la tête vers moi, surpris de la fragilité dans ma voix, mais il ne posa pas de questions. Il respecta ce silence-là, un silence qui parlait de bûches non partagées, de sapins éteints, de tables dressées pour des convives qui ne viendraient jamais. La peur qui monte. À l'approche de Quimper, je sentis quelque chose se serrer dans ma poitrine. Je n'étais pas prête à jouer un rôle, pas prête à être la femme d'un homme que je connaissais à peine, pas prête à entrer dans la vie d'un fils étranger pour lui offrir l'illusion d'un père épanoui. Mais surtout, je n'étais pas prête à voir dans les yeux de Thomas, le fils d'Adrien, une version plus dure de ce que je venais de voir dans les messages de Luc. Le jugement froid d'un enfant envers le parent qu'il ne comprend plus. La peur monta. Une peur calme, profonde, glacée. Adrien dit doucement. « Vous pouvez encore changer d'avis, vous savez. » Je respirais profondément, les mains serrées sur mon sac. Puis je répondis « Non, j'irai avec vous. Parce que personne ne mérite d'affronter son enfant seul le soir de Noël. » Et intérieurement, je murmurais « Pas même moi. » La voiture s'engagea dans les rues illuminées de Quimper. Et je compris que ce que j'allais vivre ce soir-là allait changer bien plus que la vie d'Adrien. Allait me changer moi aussi. La voiture traversa le centre de Quimper lentement, comme si elle hésitait elle aussi à atteindre sa destination. Les rues étaient décorées de 1000 lumières, guirlandes dorées, étoiles suspendues, vitrines illuminées. Les passants pressés rejoignaient leurs familles, les bras chargés de cadeaux, les joues rougies par le froid. Tout respirait la chaleur humaine sauf l'intérieur de cette voiture, où deux inconnus s'apprêtaient à jouer un rôle qu'eux-mêmes ne comprenaient pas encore. Adrien gara finalement le véhicule sur une petite place pavée. Devant nous, un restaurant élégant se dressait, tout en boiserie sombre et lanterne rouge. Au-dessus de la porte, un écriteau brillait dans la nuit. La maison des Arum, dîner de Noël spécial. Je sentis ma gorge se serrer. Chaque détail semblait trop beau pour moi, trop élaboré. Moi, qui avais enfilé un manteau trop simple, une écharpe tricotée il y a 20 ans, et un rouge à lèvres appliqué à la hâte. Adrien coupa le moteur. Un silence lourd s'installa. « Nous y sommes ?» murmura-t-il. Il tourna la tête vers moi. Ses yeux semblaient moins durs que tout à l'heure, comme si la peur faisait fondre quelque chose en lui. « Je veux que vous sachiez, » dit-il d'une voix rauque. « Si vous décidez de partir maintenant, je ne vous en voudrai pas. Vous m'avez déjà aidé en venant jusque-là. » Je pris une longue respiration. J'avais froid, mais aussi honte. Honte de l'état dans lequel mon propre fils m'avait laissé. Honte d'être ici par dépit, peut-être. Honte d'avoir voulu combler ma solitude par celle d'un autre. Mais il y avait aussi autre chose. Une intuition étrange. Une force qui me disait que, ce soir, j'étais au bon endroit. Que même si tout cela était bizarre, cela avait un sens.
un sens que je découvrirai plus tard. Je posai ma main sur la coudoir pour me stabiliser. Puis je murmurai « Adrien, je ne suis pas actrice. Je ne sais pas mentir. Et s'il se rend compte que je ne suis pas votre femme ?» Il sourit faiblement, un sourire profondément triste. « Vous n'avez pas besoin de mentir. Vous n'avez qu'à être là. On ne peut pas inventer la présence. On ne peut que l'incarner. » Cette phrase me frappa. Être là, présente. Moi qui avais passé tant d'années à me faire petite, invisible, effacée, presque décorative dans la vie de mon propre fils. Être là, juste là. Je hochai la tête. Avant d'entrer, un pacte silencieux. Nous sortîmes de la voiture. Le froid me coupa le souffle. Adrien ferma son manteau, puis, avec une hésitation presque respectueuse, il me tendit son bras. Je le regardais, un homme que je connaissais depuis moins d'une heure. Mais le geste n'était pas possessif. Il n'était pas théâtral. Il était fragile. Le geste d'un homme qui avait trop longtemps marché seul. Je pris son bras. Son soulagement fut perceptible, presque douloureux à voir. Nous avancions vers l'entrée du restaurant. Le sol pavé claquait sous nos pas. Dans ma tête, une tempête silencieuse se levait. Et si Thomas me posait des questions? Et si je me trompais? Et si j'étais ridicule? Et si Luc apprenait que j'étais ici, à jouer la femme d'un autre, la veille de Noël? Cette dernière pensée me traversa comme une lame. Mais aussitôt, une autre s'y opposa, plus calme, plus ferme. Luc n'est pas là. Il ne m'a pas voulu ce soir. Ce n'est pas moi qui ai choisi l'éloignement, c'est lui. Ce constat, dur et tranchant, me donna une étrange forme de liberté. L'entrée dans le restaurant, quand la porte s'ouvrit, une douce chaleur nous enveloppa. Des chandelles brillaient sur les tables. Une musique de Noël, légère, presque classique, planait dans l'air. Les serveurs se déplaçaient avec une élégance discrète et des rires étouffés flottaient dans la salle. Rien ne semblait à sa place pour deux personnes qui portaient le poids d'une vie entière sur leurs épaules. À l'avant, près d'une fenêtre, un jeune homme se leva à notre arrivée. Je compris tout de suite qu'il s'agissait de Thomas. Il était grand, mince, les cheveux soigneusement coiffés, une expression à mi-chemin entre curiosité et méfiance. Quand il nous vit approcher, son regard se durcit un instant. Adrien inspira profondément. Il mâchait un silence lourd, comme un homme qui allait marcher sur un terrain miné. Nous avancions ensemble, bras croisés, comme un couple qu'on aurait pu croire marié depuis 20 ans. Je sentais la tension qui émanait d'Adrien à chaque pas. Arrivé à 2 mètres de Thomas, Adrien s'arrêta. Le jeune homme croisa les bras. « Alors, c'est elle ?» Sa voix était tranchante. Pas agressive, mais froide. La froideur de quelqu'un qui veut comprendre, mais qui se tient prêt à juger. Adrien hocha la tête. « Oui. » Thomas me dévisagea, de haut en bas, pas avec mépris, avec une sorte d'insistance analytique. « Vous êtes donc ?» Il laissa volontairement flotter la phrase. Je répondis avant qu'Adrien n'ait le temps d'ouvrir la bouche. « Je suis Denise. » Ma voix ne trembla pas. À ma grande surprise, Thomas cligna des yeux, puis un mince sourire ironique étira ses lèvres. « Très bien. Installez-vous. J'ai beaucoup de questions. » Adrien déglutit. Moi, je m'assis lentement. Et c'est là, en croisant le regard de Thomas pour la première fois, que je compris que ce dîner ne serait pas seulement un règlement de compte entre un père et son fils. Non, il serait aussi le miroir de ma propre histoire. Car dans les yeux de ce jeune homme en colère, je voyais l'ombre de mon propre fils. Thomas nous observait avec une attention qui me fit frissonner. Il était beau, intelligent, sûr de lui et furieux. Furieux d'avoir été abandonné. Furieux d'avoir dû grandir avec un mensonge. Furieux d'avoir devant lui un père qui revenait les mains tremblantes et le cœur plein de regrets. Et moi, j'étais le témoin silencieux de leur tempête, ou peut être le centre, malgré moi. Le serveur nous apporta 3 verres, 2 pour nous, 1 pour Thomas. Il posa aussi une corbeille de pain. Rien qu'un simple dîner. Mais sous la nappe blanche, je sentais les fissures d'une famille qui n'avait jamais existé. Thomas s'installa contre le dossier de sa chaise, croisa les jambes, ses doigts jouant nerveusement avec sa serviette. « Alors, » dit-il d'une voix presque douce, « vous êtes donc la femme de mon père. » Je sentis Adrien se figer. Il voulait parler avant moi. Il voulait me protéger de quelque chose.
Mais je fus plus rapide. Je suis sa compagne. Je n'avais pas voulu mentir trop franchement. Pas ce soir. Pas devant cette douleur qui me rappelait trop Luc. Thomas hocha légèrement la tête. Compagne. Très bien. Et depuis combien de temps? Adrien serra la bouche. Il n'osait pas répondre. Sa culpabilité était si visible qu'on aurait pu la toucher. Alors je repris la parole. Depuis quelques années. Je marquais une pause pour rester crédible. Nous nous sommes rencontrés à une période où nous étions tous les deux seuls et où nous avions besoin d'un peu de présence humaine. Le visage de Thomas se durcit. Il regarda son père. « Tu m'as remplacé ?» demanda-t-il, glacé. Adrien blêmit. « Jamais » souffla-t-il. « Je n'ai jamais cherché à remplacer quoi que ce soit. » Thomas laissa échapper un rire bref, amer. « C'est étrange. Quand ma mère m'a dit que tu étais mort, j'ai cru à un bug du destin. J'ai passé des années à imaginer un homme courageux, disparu trop tôt. Mais plus tard, en grandissant, j'ai surtout imaginé un lâche. Je vis Adrien encaisser le mot comme un coup de poing. Lâche. Luc m'avait déjà regardé comme si j'étais encombrante. Mais jamais il n'avait prononcé ce mot-là. Jamais il n'avait écrasé mon cœur de cette manière. Et pourtant, voir Thomas humilier son père réveilla en moi une douleur profonde, celle de toutes les mères qu'on repousse, qu'on juge, qu'on efface. Je posai lentement ma main sur celle d'Adrien. Un geste discret, mais Thomas le remarqua. Il fronça les sourcils. « Pourquoi tu reviens maintenant ?» Adrien leva enfin la tête. « Parce que tu m'as cherché, Thomas. » Le jeune homme plissa les yeux. « Oui, je t'ai cherché. Pas pour te pardonner, pour comprendre. » Il se pencha, ses coudes sur la table. « Sais-tu ce que c'est, d'être élevé dans le mensonge? D'entendre qu'on n'a jamais été assez important pour que quelqu'un reste? Tu voulais fuir ta vie? Très bien. Mais pourquoi refaire une famille ailleurs? Pourquoi recommencer? » Je sentis Adrien suffoquer. Et soudain je compris. Thomas pensait que j'étais la preuve vivante d'une trahison répétée. Il croyait qu'Adrien avait refait sa vie, eu des enfants, était heureux pendant que lui grandissait dans le manque. Il se trompait, et cette erreur allait détruire ce qui restait entre eux. Alors je pris la parole. Ma voix était calme, douce, mais ferme, celle d'une femme qui en a trop vu, trop encaissé. Thomas, il détourna légèrement les yeux vers moi. Je n'ai pas pris la place de votre mère, et personne ne pourra jamais le faire. Adrien ne vous a jamais remplacé. Il n'a jamais refait de famille. Jamais eu d'autres enfants. Thomas secoua la tête, sceptique. Vous voulez que je vous croie? Que je croie à un homme qui arrive avec une compagne qu'il cache depuis, 10 ans? Je respirai lentement. Adrien n'a rien caché. Il n'avait juste personne à qui le dire. Le regard de Thomas vacilla légèrement. Une micro-fissure, minuscule, mais réelle. Je continuai. Je n'ai pas pris une place. J'ai juste rencontré un homme brisé, qui ne savait plus où mettre sa douleur. Silence. Thomas se renfonça dans sa chaise. Le serveur arriva avec les entrées. Un timing presque cruel. Il déposa devant nous 3 assiettes. Foie gras, chutney de figues, pain grillé. Une table parfaite. Un repas réussi. Et pourtant, l'atmosphère était celle d'une autopsie familiale. Le twist émotionnel. Alors que nous commencions à peine à manger, Thomas posa une dernière question, celle qui changea tout. « Dites-moi, » dit-il en me fixant, « pourquoi êtes-vous venu ce soir? Vous ne le connaissez pas. Pourquoi faire ça pour lui? » Je m'immobilisais. C'était une question simple. Mais derrière elle, il y avait un gouffre. Un gouffre que je portais en moi depuis des années. Je posai lentement ma fourchette. Et je répondis, « Parce que ce soir, mon propre fils n'a pas voulu de moi. » Le silence tomba comme une pierre. Adrien releva les yeux, bouleversé. Thomas se figea, comme si mes mots venaient fissurer quelque chose en lui un miroir. Peut être. Je poursuivis, la voix faible mais sans trembler. Je suis venu parce que je sais ce que c'est, de n'être plus la priorité de son enfant, de devenir inutile, invisible, de n'être qu'un souvenir embarrassant. Thomas cligna des yeux. Pour la première fois, il me regardait autrement, comme un être humain, pas comme un obstacle dans son règlement de compte. Et pour la première fois, je sentis que ce dîner ne serait pas celui que l'un ou l'autre avait imaginé. Après mes mots, un silence comme je n'en avais jamais connu tomba sur la table. Pas un silence de gêne, pas un silence de colère.
Un silence de vérité. Celui qui, lorsqu'il se pose, commence à démolir les façades que chacun a construites pour survivre. Thomas me regardait autrement maintenant, avec moins de dureté, moins de certitude, comme si, soudain, quelque chose en lui s'était fissuré. Peu, mais assez pour laisser passer un rayon de doute. Adrien, lui, semblait sur le point de s'effondrer. Ses doigts tremblaient, serrés sur sa serviette. Je le sentais prêt à s'accuser encore, à s'excuser, à se réduire, pour réparer 30 ans d'absence en 3 phrases impossibles. Alors je lui posai doucement ma main sur l'avant-bras, pas pour jouer un rôle, pour l'empêcher de s'écraser encore. Thomas détourna les yeux, comme s'il ne supportait plus de voir ce contact, ou comme s'il essayait de comprendre ce qu'il disait de nous, de lui, de son père. Puis il murmura, d'une voix qui n'avait plus rien d'arrogante. « Comment un enfant peut-il rejeter sa mère le soir de Noël ?» Je baissai légèrement la tête. Les enfants ne rejettent pas toujours par méchanceté. Parfois, par ignorance, par facilité, ou parce que quelqu'un d'autre influence leur choix. Je ne lui avais pas parlé de Camille, mais l'idée passa dans son regard. Il pinça les lèvres, comme quelqu'un qui se rend compte que les histoires de famille peuvent être tordues, manipulées, transformées. Il regarda son père. « Tu vois, je ne suis pas le seul à avoir des raisons d'être en colère. » Adrien releva les yeux, surpris. Thomas continua. « Elle, la femme de votre fils, elle l'a poussé à vous écarter ?» Je ne répondis pas. Je n'avais pas envie de transformer Camille en bouc émissaire commode. Elle n'était pas l'origine de tout, mais elle avait été un accélérateur, un filtre, un mur. « Ce n'est pas important ce soir, dis-je simplement. » Thomas me fixa longuement. Puis il lâcha un rire amer. « Si, c'est important, parce que je croyais être le seul à avoir été laissé de côté par un parent. Mais visiblement, on est plusieurs dans cette pièce. » Cette phrase fit frémir Adrien. Je sentais qu'il allait parler, et je savais que ce qu'il s'apprêtait à dire allait changer tout. Il se redressa, inspira profondément, puis lança d'une voix brisée. « Thomas, je veux que tu saches la vérité, toute la vérité, pas celle qu'on t'a racontée, pas celle que tu imagines. » Thomas se tendit. Adrien continua, la voix tremblante. « Je ne suis pas parti parce que je ne t'aimais pas. Je suis parti parce que j'étais détruit. Ta mère ?» Il s'interrompit, la gorge serrée, puis reprit. « Elle ne me supportait plus. Elle me disait que je n'étais pas un vrai homme, que je ne réussirais jamais, que tu serais mieux sans moi. » Je vis Thomas blêmir. Adrien poursuivit. « Et le jour où je suis parti, elle m'a dit de disparaître, que si je revenais, elle me détruirait. Elle m'a menacé de me faire passer pour violent, de m'interdire de te voir. Et j'ai eu peur. » Silence, mais pas un silence de paix. Un silence comme de la glace qui se fissure. Thomas murmura « Tu mens », mais sa voix n'avait pas de conviction. Adrien secoua la tête, les yeux noyés. « Je ne mens pas. Je n'ai pas voulu disparaître. J'ai été effacé. Et je n'ai jamais trouvé la force de lutter. » Les mains de Thomas se crispèrent. Il finit par souffler, d'un ton presque inaudible. « Elle disait que tu étais dangereux. » Adrien ferma les yeux. Je n'ai jamais levé la main sur elle. Jamais. Mais les mensonges sont plus faciles à croire quand l'autre n'est pas là pour se défendre. Thomas resta figé. Je le voyais dériver. Sa colère se dégonflait, remplacée par quelque chose de plus terrible encore. Le doute sur sa propre histoire. Il se pencha, la tête entre les mains. Si c'est vrai, alors, ma vie entière repose sur un mensonge. Je ressentis une douleur profonde pour lui, pour cet homme qui voyait son identité se fissurer, pour Adrien, écrasé par la culpabilité d'avoir laissé faire. Et pour moi, qui voyais dans cette scène une version amplifiée de mon propre drame, la rupture. Thomas se leva brusquement. Sa chaise racla le sol. Plusieurs clients se retournèrent. « Il faut que je sorte », dit-il d'une voix étranglée. Adrien voulut se lever, mais Thomas leva la main. « Non, laisse-moi. J'ai besoin d'air. » Il partit, sans manteau, sans prendre son portefeuille, sans dire au revoir. Juste parti. Adrien voulut le suivre, mais ses jambes tremblaient. Il tomba presque sur sa chaise. Je posai ma main sur son épaule. « Laissez-le. Il n'est pas parti pour fuir. Il est parti pour penser. » Adrien se prit le visage entre les mains.
ses épaules secouées par les sanglots. Je l'ai perdu, encore une fois. Je me penchai vers lui, et je dis, d'une voix que je ne reconnaissais même plus, tant elle venait de loin, non. La différence, cette fois, c'est qu'il connaît la vérité. Et quand un enfant connaît enfin la vérité, il revient toujours. Les lumières du restaurant semblaient vaciller, comme si la soirée tout entière respirait difficilement. L'éclatement avait eu lieu, mais une autre chose venait de naître. Fragile, presque imperceptible. La possibilité d'une réparation. Le trajet du retour fut silencieux, presque funèbre. Adrien conduisait avec les mains encore tremblantes, les yeux rougis par les larmes. Je sentais sa respiration irrégulière, comme celle d'un homme qui venait de perdre l'équilibre après avoir marché trop longtemps sur une corde raide. La pluie commença à tomber, légère d'abord, puis plus insistante. Les gouttes glissaient sur le pare-brise, comme si le ciel lui-même participait à l'effondrement. Je regardais les lumières de Quimper s'éloigner derrière nous, floues, noyées dans l'eau et la nuit. Je me sentais étrangement calme. Pas parce que la soirée avait été douce, elle avait été brutale, violente, déchirante, mais parce qu'elle avait provoqué en moi quelque chose d'inattendu. En écoutant Thomas parler à son père comme Luc m'avait parlé, en voyant un fils juger un parent sans connaître toute l'histoire, en regardant Adrien suffoquer sous les erreurs qu'il regrettait depuis 30 ans, je m'étais vue dans un miroir que je n'avais jamais osé regarder de près. Et pour la première fois depuis longtemps, je me posais la question. Ai-je vraiment perdu Luc? Ou n'étais-je que dans l'œil du cyclone, incapable de voir que le vent pouvait tourner? Quand Adrien me déposa devant ma maison, il se tourna vers moi avec un air bouleversé. « Je suis désolée de vous avoir entraîné là-dedans. » Je posai doucement ma main sur son bras. « Vous ne m'avez rien fait, Adrien. C'est votre histoire. » Et, d'une certaine manière, elle a éclairé la mienne. Il baissa les yeux. « Si Thomas ne revient pas, je ne m'en remettrai pas. » Je respirai profondément. Je savais ce que c'était, d'être rejeté par son propre enfant. Je savais aussi que le rejet immédiat n'était pas forcément définitif. « Il reviendra, » dis-je doucement. « Pas pour vous pardonner, mais pour comprendre. C'est comme ça que commence la paix. » Il hocha la tête, trop brisé pour croire totalement, mais assez lucide pour s'accrocher à l'idée. Je refermai la portière. Il s'éloigna lentement, sa voiture disparaissant dans la nuit, avalée par la pluie. Retour dans une maison trop silencieuse. Quand j'entrai chez moi, l'odeur de cannelle et de soupe refroidie me frappa de plein fouet. La table dressée pour 3 semblait grotesque maintenant, comme une scène abandonnée après une pièce qui n'avait jamais eu lieu. Je restai debout quelques instants, incapable de bouger. La solitude, d'habitude si lourde, me parut soudain différente, moins écrasante, plus réfléchie. Comme si la soirée que je venais de vivre avait donné à ma solitude un autre sens. Je ramassai les couverts, rangeai la nappe, éteignis les guirlandes. Et dans ce silence revenu, une idée germa en moi, fragile, presque timide. Je mérite mieux que ce vide. Je mérite mieux que l'indifférence d'un fils qui a oublié d'où il vient. Je ne savais pas ce que je ferais demain. Mais ce soir, pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus victime. Je me sentais en mouvement, comme si quelque chose en moi venait de se remettre debout. L'appel inattendu. Je m'assis enfin dans mon fauteuil, une tasse de tisane entre les mains. Le sapin brillait faiblement dans un coin, ses lumières clignotant comme un dernier souffle d'espoir. Et c'est à cet instant que mon téléphone vibra. Une vibration courte, un seul message, mais assez pour me faire sursauter. Je crus d'abord que c'était Luc. Peut être une excuse tardive. Peut être une tentative maladroite pour rattraper ce qu'il avait brisé. Mais non. Sur l'écran, un prénom que je n'avais encore jamais vu s'afficha, Thomas. Mon cœur fit un bond. J'ouvris le message. « Bonjour, c'est Thomas. Je suis désolé pour tout à l'heure. Je ne savais pas que vous aussi aviez été blessé par votre fils. J'aimerais vous parler. Pas pour mon père. Pour vous. Est-ce que je peux passer ?» Je restais figé. Quimper n'était pas si loin, mais il était tard, il pleuvait, et je n'étais personne pour lui. Pourquoi voulait-il me parler? Pourquoi cherchait-il mon regard, et non celui d'Adrien? Je relus son message 2 fois, 3 fois, puis je sentis quelque chose d'inattendu se produire en moi, une chaleur. Légère, fragile, mais bien réelle.
C'était la première fois depuis des mois que quelqu'un, un inconnu, de surcroît me considérait comme autre chose qu'un poids ou un obstacle. Je posai ma tasse, mes mains tremblaient légèrement, et j'écrivis « Oui, vous pouvez passer. Je suis chez moi. Je vous attends. » L'arrivée de Thomas. Une demi-heure plus tard, on frappa à ma porte. 3 petits coups, hésitants. Je respirai profondément avant d'ouvrir. Thomas se tenait là, trempé par la pluie, respirant vite, les traits tirés. Mais ses yeux étaient différents, moins durs, moins arrogants. Ils avaient l'air blessés, mais vivants. « Bonsoir, » dit-il doucement. « Merci de m'avoir laissé venir. » Je m'écartai pour le laisser entrer. Il retira son manteau, l'eau gouttant sur le tapis. Son regard glissa sur la table encore dressée à moitié, sur le sapin, sur les bougies éteintes. Il murmura « Vous étiez seul ?» Je répondis simplement « Oui, comme vous. » Il hocha la tête, ému. Puis, dans un souffle brisé, il demanda « Est-ce que je peux rester un peu ? Je crois que j'ai besoin d'une présence sincère ce soir. » Je l'invitai à s'asseoir. Et alors que Thomas prenait place dans mon salon, je compris que cette nuit, une nuit que je croyais perdue, allait devenir le début d'une autre histoire. Une histoire où je n'étais plus abandonnée, ni oubliée, ni invisible. Une histoire où quelqu'un venait frapper à ma porte, pour moi. Thomas resta un long moment debout dans mon salon, comme s'il n'osait pas s'asseoir, comme si le simple fait de se poser signifiait accepter quelque chose qu'il n'était pas encore prêt à nommer. Je lui fis signe de prendre la place près du sapin. Il hocha la tête, retira son pull trempé et s'assit lentement, ses épaules affaissées par le poids d'une vie entière de mensonges et de manques. La lumière des guirlandes se reflétait dans ses yeux, et durant quelques secondes, il eut l'air d'un enfant perdu, cherchant où poser son cœur. Je restai debout un instant, l'observant en silence. Puis je m'assis à mon tour, à une distance suffisante pour ne rien imposer, mais assez proche pour dire « je suis là ». « Merci », dit-il enfin. Une seule syllabe, mais elle contenait tout. Gratitude, fatigue, aveu de vulnérabilité. Je n'avais nulle part où aller ce soir. Ce n'était pas tout à fait vrai. Il aurait pu rentrer chez lui, pousser la porte de son appartement, se préparer un café, mettre un film, mais il ne voulait pas être seul. Et je le comprenais mieux que quiconque. « Vous pouvez rester autant que vous voulez », répondis-je doucement. Il inspira longuement, comme si ces mots lui avaient ouvert un espace intérieur qu'il n'avait pas eu depuis longtemps. La vérité de Thomas. Après quelques minutes de silence, il commença à parler. Pas d'une voix assurée, mais hachée, comme si les phrases voulaient sortir depuis des années. Quand mon père a expliqué ce que ma mère lui avait dit, j'ai compris beaucoup de choses. Il fixa ses mains. Toute ma vie, on m'a répété que j'avais un père violent, irresponsable, dangereux. Je pensais que s'il avait disparu, c'était pour nous protéger de lui-même. Il étouffa un rire nerveux. C'est fou comme un enfant peut croire n'importe quoi quand ça vient de quelqu'un qu'il aime. Je ne répondis pas, parce que moi aussi, j'avais cru pendant longtemps les mots de Camille, que j'étais un poids, démodée, encombrante, trop émotionnelle, trop sensible. Les bourreaux savent choisir leurs phrases. Thomas continua. Quand il est revenu ce soir, j'étais prêt à le haïr encore, prêt à lui prouver qu'il n'avait jamais compté. Il releva les yeux vers moi. Mais quand je vous ai entendu parler, quand vous avez dit que votre fils ne voulait pas de vous ce soir, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais envisagé. Je fronçai légèrement les sourcils. Quoi donc ? Il inspira profondément, les yeux brillants, que ce n'est pas toujours le parent qui abandonne l'enfant. Parfois, c'est l'enfant qui choisit de fermer la porte. Ces mots me traversèrent profondément, comme une vérité que je portais sans l'avoir formulée. Il ajouta « Je n'ai jamais pensé que mon père pouvait souffrir, qu'il pouvait être détruit par ce qui s'est passé. Je pensais qu'il avait tourné la page. Ce soir, j'ai vu qu'il avait vécu dans un tombeau qu'on lui avait construit. Je posai une main douce sur son bras. « Et vous ? Où étiez-vous, Thomas, dans cette histoire ?» Il déglutit. « Moi aussi, j'étais dans un tombeau, celui où ma mère avait enterré la vérité. Une réparation fragile. » Il resta un long moment silencieux, observant les lumières du sapin. Puis il murmura « Je vais revoir mon père. Pas ce soir, mais bientôt. » Je hochai la tête. Laissez le temps faire son travail. La vérité,
Elle ne répare pas tout, mais elle ouvre les fenêtres. Un léger sourire passa sur ses lèvres. Là, dans ses yeux qui avaient été si durs quelques heures plus tôt, il y avait une douceur nouvelle, un abandon de l'orgueil. Puis il ajouta, plus timidement, « Et vous? Vous avez quelqu'un à revoir? Quelqu'un qui mérite de savoir la vérité ?» Il parlait de Luc, mon fils, celui qui m'avait laissé seul ce soir-là. Je pris une longue inspiration. Le sapin diffusait une chaleur douce. La pluie tapait contre les vitres comme un cœur qui insiste. « Je ne sais pas encore, » répondis-je. « Luc doit comprendre par lui-même ce qu'il a perdu. On ne force pas un enfant à aimer sa mère. On ne force pas un adulte à respecter celle qu'il a portée. » Thomas hocha lentement la tête. « C'est dur, mais c'est vrai. » Je me levai pour raviver une bougie. La flamme monta, claire, droite. « Et vous savez, » dis-je en revenant m'asseoir, « parfois, ce n'est pas aux parents de revenir le premier. Parfois, c'est à l'enfant de retrouver le chemin. » Il sourit faiblement. La nouvelle lumière. Nous avons parlé encore un moment. De lui, de son père, de Noël, de toutes ces choses simples qu'on croit acquises, jusqu'au jour où elles s'effondrent. Quand il se leva pour partir, la pluie avait cessé. Le ciel semblait plus clair, lavé. Il enfila son manteau, puis se tourna vers moi. « Merci pour ce soir. Sans vous, je n'aurais rien compris. » Je posai une main sur son épaule. « Ce soir, vous avez ouvert une porte, Thomas. Et une porte ouverte, ça ne se referme jamais vraiment. » Il hocha la tête, profondément touché. « Je reviendrai. » Puis il sortit, laissant derrière lui un courant d'air frais et une lumière nouvelle dans ma maison. Je refermai doucement la porte. Le sapin brillait encore. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix. Pas parce que j'avais retrouvé mon fils, pas encore, mais parce que j'avais retrouvé quelque chose de plus précieux, ma voix, ma dignité, ma lumière. Je soufflais les bougies une à une, et dans le silence retrouvé, je murmurais la vérité que la vie m'avait enseignée ce soir de Noël. Le silence peut aussi être une forme de justice.